Du coup, bonjour à tous et puis merci pour pour votre présence donc pour ces webinaires qui est présenté par Paul-Antoine et Paul Mortreuil, les deux pôles du pôle bois, qui vont nous présenter les résultats du plan bois énergie 2020. Donc ces résultats, ils sont issus du programme d'animation bois énergie, donc qui court sur l'ancienne programmation 2018-2020. Oui, donc il y a un programme soutenu par l'ADEME, la région et les syndicats d'énergie et qu'on conduit en partenariat avec la CUMA de Normandie. Donc ce programme, hein, il est notamment les résultats qui vont être présentés, ils sont issus notamment d'enquêtes de terrain et de compilations qui ont été réalisées sur les résultats 2020. Ils vont nous présenter les résultats d'une filière où on a quand même une tendance à la baisse de la consommation de bois qui avait été marquée depuis quelques années, hein, qui continue sur l'année 2020, donc qui est assez marquée du coup dans l'industrie avec l'arrêt notamment du PM et qui est aussi, alors moins marquée, mais qui diminue quand même dans les chaufferies collectives, malgré la hausse du nombre d'installations et de puissance installée. Donc, ça peut s'expliquer, les pôles vous expliqueront, mais qui peut s'expliquer notamment par la hausse des températures, la mise en place de cogés gaz. Et bon, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on a quand même des perspectives qui sont plutôt dynamiques pour l'année 2021 notamment. Qu'il faut du coup dans les enjeux de ce programme d'animation, hein, il va y avoir vraiment l'enjeu d'aller chercher de nouveaux projets et puis aussi de densifier les réseaux qui existent et qui sont quand même des pistes qu'il faut continuer de creuser et puis de travailler notamment avec les collectivités. Écoutez, je vous souhaite un bon webinaire et puis du coup je vais laisser la parole à Paul-Antoine et Paul Mortreuil. Merci Marie pour cette introduction. On va démarrer tout de suite en vous présentant quelques chiffres sur les chaufferies collectives au bois Normandie. On va commencer par une petite cartographie pour voir où elle se situe à peu près. Si vous voulez plus de détails, vous pouvez également accéder à une cartographie interactive sur notre site web. Vous pouvez zoomer et cliquer dessus pour avoir des informations comme le maître d'ouvrage, la mise en service, la puissance installée, le type de combustible. Ici, on vous fait donc juste un petit aperçu. Vous pouvez voir par exemple les points bleus, les réseaux de chaleur, en vert, les chaufferies dédiées, en rouge, les réseaux de chaleur communaux. On en voit un petit peu vraiment partout dans la Normandie avec une répartition plutôt homogène. Aujourd'hui, fin 2020, on fait un bilan de 292 chaufferies collectives qui cumulent 260 MW thermiques, anti-chaudière, et qui consomment environ 200 000 tonnes de bois par an. On décompte aussi 245 km linéaires de réseaux de chaleur, répartis sur 37 réseaux de chaleur au sens juridique, c'est-à-dire par les réseaux privés techniques. Et il y en a notamment 170 qui ont été créés récemment. Donc ça fait quand même un beau développement ces dernières années pour les réseaux de chaleur, comme pour le réseau de la Petite Bouvrie sous Rouen, comme nous en parlera Paul-Antoine tout à l'heure. Les mises en service récentes et les nouvelles chaufferies que l'on a recensées et qu'on a peut-être ratées, qui ont été mises en service il y a quelques années déjà, on en a ajouté 33 par rapport au bilan fin 2019. On peut citer par exemple le réseau de chaleur de la Petite Bouvrie, comme je disais, 20 MW. On peut citer le réseau de chaleur communale de Val d'Alière, qui est une troisième ou quatrième chaufferie à Val d'Alière, ici mise en service et gérée par le SDEC, syndicat d'énergie ADOS. On peut citer également une chaufferie à Amby, cette fois avec le syndicat d'énergie de la Manche, SBEM. On peut citer peut-être d'autres exemples dans l'Orne ou dans l'Eure
il y a eu également des mises en service relativement actives. Le SDOMOD à Menneval, qui s'approvisionne avec son propre bois, avec sa plateforme déchets verts et de refus. Enfin, nous avons aussi des écoles à Longny-les-Villages dans l'Orne, des résidences de EBS Habitat à Elbeuf, bref, de nombreuses chaufferies avec de nombreux maîtres d'ouvrage différents émanent un peu partout en Normandie. Maintenant, quelques statistiques sur ce parc de chaufferies collectives. Ces 292 se déclinent en 179 en termes de nombre qui consomment du bois déchiqueté. Il y a une coquille dans le diaporama. Hein. C'est pas 179 tonnes de bois déchiqueté, ce sont bien 179 chaufferies qui consomment du bois déchiqueté. Merci. 107 chaufferies au granulé, 2 chaufferies aux ananas, éco, et aussi 4 chaudières bûches ou mixtes bûches-granulés. Les puissances réparties par type de chaufferie, les chaufferies dédiées, les 204 chaufferies dédiées représentent 48 MW environ, 19 000 tonnes par an consommées. Les réseaux de chaleur consomment, les 30 réseaux de chaleur consomment 178 000 tonnes, c'est le plus gros justement en termes de consommation de bois, et en termes de puissance aussi de 107 MW. Et enfin, les 51 réseaux de chaleur communaux, qui représentent 6 MW installés, consomment environ 2500 tonnes par an. On peut également citer que la puissance moyenne des chaufferies dédiées est d'environ 230 kW, c'est-à-dire quasiment 10 fois plus que les puissances moyennes chez les particuliers. Les 51 réseaux de chaleur communaux ont une puissance moyenne de 120 kW, ce qui est presque de fois moins élevé en raison du coup des nombreuses chaufferies dédiées qui peuvent être industrielles et monter rapidement dans les mégawatts. Et pour les réseaux de chaleur sans juridique, essentiellement urbains, on a une puissance moyenne de 5-6 MW. C'est ce qui s'explique principalement par la densité urbaine, ça, pas de secret. Concernant le patrimoine chauffé par ces 292 chaufferies collectives, on décompte environ 59 000 logements, essentiellement sociaux, logements collectifs. On décompte 10 100 lits d'hôpitaux et lits d'EHPAD qui sont chauffés au bois. On décompte 339 établissements d'enseignement, que ce soit lycée, collège, école maternelle, primaire, et quelques établissements d'enseignement supérieur. On a 27 centres aquatiques, piscines, bassins, spas, etc. 364 bâtiments communaux, généralement des bureaux et administratifs, aussi salles des fêtes ou autres, et 150 autres bâtiments tertiaires publics, administratifs, parapublics parfois, ou par exemple des centres sociaux, sites touristiques. On peut citer aussi quelques serres, mine de rien, il y en a que ce soit en basse ou ex-Haute-Normandie. C'est assez intéressant pour elles également, il n'y a pas que le solaire. Concernant dans le scolaire et dans les principaux parcs que l'on suit en termes de patrimoine, aujourd'hui on essaie d'avoir un suivi un peu plus précis par département pour voir le taux de pénétration, pour voir à quel point est-ce que le bois a réussi à convertir les établissements publics et collectifs. C'est ainsi qu'on arrive à dire qu'on a à peu près 9% des écoles maternelles et primaires qui sont chauffées au bois, majoritairement dans l'Orne, comme vous pouvez le constater en violet, en mauve, sur l'ensemble des graphiques présentés. Pour les collèges, environ 13% sont chauffés au bois, les lycées, 21%, les logements collectifs, 13%, les centres aquatiques, 18%. Donc, on peut voir qu'il y a quelques différences entre les départements, et on peut voir aussi que dans tous les cas, il reste de la marge de progression.
On peut aussi vous dire qu'on est en train de mener un travail actif pour essayer pour élargir le spectre des patrimoines recensés. On a un travail de base de données en cours et pour essayer d'être peut-être plus précis ou avoir d'autres catégories, d'autres secteurs et pouvoir donner d'autres chiffres de taux de pénétration. Ce travail de référencement du patrimoine raccordé dans des bases de données, c'est quelque chose qui va être assez lourd, qui nous tient à cœur, parce qu'il y a plusieurs objectifs qui sont menés derrière. L'idée, ce serait aussi pour nous de pouvoir les géolocaliser et de pouvoir les visualiser sur le territoire, voilà, de pouvoir présenter des choses plus graphiques et sous la forme de cartos. Donc voilà, c'est quelque chose qui est intéressant, qui va prendre, qu'on va conduire dans l'année, mais qu'on a souhaité mettre en œuvre. Ici, vous pouvez observer tout d'abord un tableau qui montre les différentes caractéristiques par département, toujours pour les chaufferies collectives. On retrouve le nombre total de 292. On voit qu'il y en a à peu près une cinquantaine dans chaque département, avec une majorité en Seine-Maritime. Et ce n'est pas étonnant vu que ça reste le département le plus dense en population. Les ratios ont un peu diminué par rapport à l'année dernière parce que les consommations ont baissé globalement. Mais on peut voir que il y a le taux le plus faible dans l'heure. On est passé en dessous de 100, à 84 MWh pour 1000 habitants. Ça s'explique notamment par la baisse de consommation en bois de cet homme de l'heure. Du réseau de chaleur d'Évreux plus globalement. Et aussi la tendance à la baisse qui s'observe à la fois dans le collectif industriel, on verra les graphes cumulés après, sera normalement compensée l'année prochaine avec la mise en service du réseau de chaleur de la petite bouverie, qui va quand même consommer plusieurs dizaines de milliers de tonnes. Elle a été mise en service fin 2020, mais elle a été plus active finalement début 2021. Donc on verra mieux les répercussions sur le bilan 2021. On peut espérer aussi que l'hiver prochain sera un peu plus rude, vu que cette année on commence à avoir des records en termes de DJU faibles, de rigueur climatique assez faible, qui explique en partie la baisse des consommations malgré les mises en service nombreuses et l'augmentation de la puissance installée active. Est-ce que tu vois quelque chose à dire de plus Oui, on peut aussi noter qu'on a quand même recensé une vingtaine d'installations qui ont été mises à l'arrêt sur la période, sur l'année 2020, alors partiellement ou sur l'intégralité de l'année, ce qui se ressent clairement sur les consommations de bois énergie. On a aussi noté des écarts assez importants, notamment sur des réseaux de chaleur. Alors en plus comme en moins, mais globalement c'est plutôt l'impact est plutôt négatif. Alors, les installations qui ont consommé plus de bois énergie que les années précédentes, on peut en citer quelques-unes. C'est le réseau de chaleur de Port-Jérôme-sur-Seine, anciennement Notre-Dame de Gravenchon. C'est le réseau de chaleur d'Alençon-Ouest, pour la simple et bonne raison que c'est la première année où l'installation fonctionne à plein régime. Elle avait été mise en service en cours de saison de chauffe en 2019. Et la chaufferie de la Sagim, toujours à Alençon, qui a consommé également plus de bois. A contrario, dans les installations qui en ont consommé moins, on peut citer les réseaux de chaleur, le réseau de chaleur d'Évreux, qu'on a déjà cité, le réseau de chaleur de Château-Blanc à Saint-Étienne-du-Rouvray, le réseau de chaleur de Mont-Saint-Aignan. Voilà. En plus, on a à peu près 8000 tonnes qui ont été consommées sur les installations. En moins, on est de l'ordre de 15 000 tonnes en moins sur les sites que j'ai cités. Bon, la situation n'est pas non plus désespérée, les perspectives sont quand même bonnes, mais voilà, il faut avoir en tête qu'il y a quand même des installations qui ont été mises à l'arrêt pour des problèmes techniques, pour aussi des choix, des mises aux normes réglementaires
qui peuvent être coûteuses et qui amènent certains maîtres d'ouvrage à faire le choix d'arrêter son installation. Mais voilà, que vous en soyez parfaitement conscient. Donc je vais prendre le relais, Paul. Je vais vous parler cette fois de l'enquête que l'on mène tous les ans sur les consommations de bois énergie dans les installations collectives. Donc cette enquête qui nous tient particulièrement à cœur, elle a plusieurs objectifs, elle a des intérêts qui sont multiples. C'est aussi pour cela qu'on y consacre pas mal de temps. L'idée, c'est d'une part de fournir des indicateurs annuels de suivi de la filière à nos financeurs et à tous les acteurs de la filière via les publications qu'on peut faire sur notre site internet, via ce webinaire notamment. Ça nous permet aussi d'identifier les installations qui ont subi des dysfonctionnements, puisqu'on a près de 280 installations. C'est compliqué pour nous de maintenir ce lien avec l'intégralité des installations, et en menant, j'entends par téléphone en les interrogeant, en menant cette enquête sur les consommations de bois, on voit très facilement si on observe une baisse, voire une chute drastique des consommations, ce qui nous permet d'identifier d'éventuels dysfonctionnements. Et c'est surtout aussi pour vérifier que les usages du bois sont bien en cohérence avec la ressource disponible sur le territoire. Donc ça, ce sont des informations qui sont partagées avec FIBOIS, avec l'interprofession de la filière forêt-bois, pour vérifier que aussi bien les usages de bois énergie, de bois d'œuvre et de bois d'industrie sont bien régionalement cohérents avec la ressource disponible au niveau régional. Et c'est notamment ce qu'on explique à travers notre plaquette disponible sur notre site web sur la ressource en bois en Normandie. Donc, au cours de cette enquête, le panel des chaufferies qui était concerné, donc c'est une enquête 2019-2020, donc sur la saison de chauffe qui s'étend de juillet 2019 à juin 2020. À l'époque, on avait 281 installations qui étaient en fonctionnement. On a eu un taux de retour de l'ordre de 88% en nombre des installations et en tonnage, on était sur 99,5%. Sachant que toutes les installations, tous les maîtres d'ouvrage et là où on n'a eu aucun retour à l'enquête, on s'est basé sur des estimations ou sur les données des années antérieures. Sur le panel des acteurs qui ont été interrogés, donc on s'est rapproché de 26 fournisseurs et structures d'approvisionnement et 35 maîtres d'ouvrage. Pour vous rappeler la méthodologie de cette enquête, c'est d'abord de privilégier un contact avec les structures d'approvisionnement en combustible, donc les industriels qui sont titulaires des contrats d'approvisionnement des chaufferies. Ça nous permet de capitaliser des informations sur plusieurs installations. Et ensuite, vers les maîtres d'ouvrage. C'est pour nous faciliter la tâche. Donc, un premier bilan sur la répartition des tonnages livrés par structure d'approvisionnement. Alors, encore une fois, toutes les informations de ce graphique mettent en lumière les consommations des structures qui sont titulaires des contrats d'approvisionnement. On sait qu'il existe des partenariats entre ces structures. D'ailleurs, le cumul de ces flux entre les structures est noté en bas à droite du graphique. Donc, c'est 22 000 tonnes qui sont approvisionnées par les uns et les autres pour les uns et les autres. Mais globalement, voilà, on a 198 000 tonnes de bois qui ont été fournies sur les installations qui ont été enquêtées. Ces 198 000 tonnes de bois, elles se répartissent assez clairement entre deux gros faiseurs, à savoir Biocombustible, qui a approvisionné à peu près 112 000 tonnes de bois, Bois Énergie France, BEF, qui est une filiale d'Altia, un exploitant de chauffage qui a fourni 67 000 tonnes. Et derrière, la part du gâteau se répartit entre différents types de structures. D'une part, des structures qu'on appelle des structures nationales, avec Sauven, qui est une filiale du groupe Engie, avec Suez Hervé Bois, qui est une filiale du groupe Suez et qui intervient au niveau national.
D'autre part, des structures plus locales, des structures agricoles et forestières, avec les structures agricoles qui sont implantées un petit peu partout sur le territoire. Et donc on a Ecobois dans la Manche, on a la SIC Bois Bocage Énergie dans l'Orne, Bois Énergie 14 dans le Calvados, Eden en Seine-Maritime. L'Eure, pour le moment, ne dispose pas d'une structure qui regroupe des faiseurs au niveau agricole. Et environnement et forêt qui là est plus axé sur l'entretien du paysage et l'entretien sur l'exploitation forestière. Donc toutes ces structures agricoles et forestières qui sont locales représentent à peu près 2,8% des approvisionnements, soit environ 5600 tonnes de bois. Et puis derrière, on va retrouver des autres fournisseurs. Donc les autres fournisseurs, ce sont des approvisionnements qui sont plus ponctuels, qui sont plus locales, qui sont réalisés par des structures qui sont plutôt implantées dans des régions limitrophes et qui ponctuellement vont venir approvisionner des chaufferies normandes. Je ne vais pas forcément les citer, mais voilà. Les fournisseurs de granulés représentent de l'ordre de 1% des tonnages globaux, ce qui est relativement stable par rapport aux années antérieures. Et l'auto-approvisionnement, lui, un petit peu en chute par rapport aux années antérieures. On est tombé à 0,6% des appros, ce qui représente 1200 tonnes. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison que l'installation du CETOM de l'Eure, qui historiquement s'auto-approvisionnait avec notamment la fraction ligneuse des déchets verts qui était collectée par le syndicat, a fait cette année le choix d'externaliser l'ensemble de ces approvisionnements. Donc, ce qui explique qu'on ait cette chute au niveau de l'auto-appro. Donc, si on recentre un petit peu sur les plus petites chaufferies, donc là, on s'intéresse uniquement à la répartition des tonnages livrés, toujours par structure, mais pour les petites installations de moins de 500 kW, on voit que la répartition est quand même complètement différente. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, typiquement, biocombustibles et BEF, qui étaient ultra majoritaires dans le graphique avant, approvisionnent l'ensemble des réseaux de chaleur normaux. Donc, quand on s'intéresse aux plus petites chaufferies, voilà, la part du gâteau est un petit peu différente. Donc, biocombustibles, BEF et Seven représentent à peu près un tiers des appros. Les structures agricoles et forestières, les structures agricoles seules représentent également un tiers des approvisionnements. Environnement et forêt, qui est plutôt une structure d'approvisionnement en plaquettes forestières, représente 11%, le granulé 15%. Toutes les installations granulées du territoire quasiment toutes font moins de 500 kW, c'est pour ça que la part de granulés est ici plus importante. Et puis les autres fournisseurs, l'auto-approvisionnement complète ce camembert. Globalement, c'est à peu près 10 000 tonnes de bois qui sont consommées dans 223 chaufferies de moins de 500 kW. Si on s'intéresse cette fois à la nature des produits qui sont consommés dans la chaufferie. Donc on a 72% du bois consommé dans les chaufferies collectives qui provient de l'entretien des milieux naturels. Donc, ce sont des bois forestiers, des bois bocagers, des bois délagués. Donc pour la plaquette forestière, alors, si on regroupe la plaquette humide et la plaquette sèche, on est à 68% du global. Le bois bocager représente 5% des approvisionnements. La plaquette urbaine est minoritaire, donc le bois délagage est minoritaire. Et derrière, on va retrouver les sous-produits de la transformation du bois, donc les connexes de scierie avec les écorces, avec les plaquettes de scierie humides, avec les plaquettes de scierie sèches. Et derrière, les déchets de bois sortis du statut de déchets, donc typiquement les bois d'emballage, hein, les palettes. Des bois en mélange. Alors, on avait réussi les années précédentes à éclater ces bois en mélange et à les répartir dans les autres catégories. Cette année, on n'a pas réussi. Donc, on a 10% des appros normands qu'on a classifiés dans cette catégorie mélange. Bon, bien souvent, ce sont souvent des mélanges écorces, déchets de bois SSD, qui permettent d'atteindre une humidité plus homogène.
mais c'est souvent ce qui se fait. On va s'attacher l'an prochain à éclater cette catégorie-là. Un mot sur la provenance du combustible. Donc, on a un combustible qui est en grande partie normand. On a 89% de l'approvisionnement des chaufferies collectives qui vient de Normandie. Le reste venant des régions limitrophes, Pays de la Loire, Bretagne, un petit peu dans les Hauts-de-France, un peu dans le centre de la France, mais c'est minime. On a à peu près la moitié des approvisionnements qui se fait en direct depuis les chantiers forestiers, donc sans rupture de charge, sans passage par des plateformes, qui permet d'améliorer aussi les itinéraires techniques, qui permet de limiter les coûts et de stabiliser le prix du bois et l'optimiser. Un petit mot pour faire une petite comparaison par rapport à l'an dernier. L'an dernier, on avait 78% de bois issus de l'entretien des milieux naturels, donc 78% de PFBE. On est un petit peu en deçà cette année. Une provenance normande qui était de 92%. On peut considérer qu'on est dans une certaine forme de stabilité. Il n'y a rien d'alarmant de ce point de vue-là. Je n'ai pas regardé si vous aviez des questions. Pas de questions pour le moment, mais si vous en avez, on pourra y revenir bien évidemment à la fin de ce webinaire. On va se laisser le temps pour d'éventuels échanges. Un mot sur la synthèse globale des consommations de bois. On vous a beaucoup parlé du chauffage collectif. On va également vous parler des secteurs agricoles et industriels pour voir où se situe la filière aujourd'hui. Donc, au niveau des installations agricoles, on a un parc des chaufferies fin 2020 qui a été estimé à 294 installations. Ce sont majoritairement des petites installations, puisqu'on a une puissance cumulée de 18 MW et des consommations d'un petit peu moins de 8000 tonnes à l'année, essentiellement du bois bocager, majoritairement auto-approvisionné par les exploitations agricoles. Ce travail d'identification est conduit par la Fédération des CUMA, qui co-anime ce programme d'animation, ce programme bois énergie en Normandie sur le volet agricole. Un mot sur les installations industrielles. Donc, fin 2020, on avait identifié 45 chaufferies industrielles de toute taille. Ça va de la petite installation qui vient chauffer les ateliers d'un menuisier jusqu'à la grosse cogénération de biomasse. Ce qui explique notamment la puissance installée qui est importante. On est à 363 MW installés et des consommations de bois qui sont également importantes, quoique en fort recul par rapport aux années précédentes. Donc cette année, on est sur une consommation de 420 000 tonnes à l'année. L'effet notable de l'année 2020 sont la mise à l'arrêt d'UPM, donc la cogénération d'UPM Chapelle d'Arblay en juin. Donc UPM, c'était 160 000 tonnes de bois consommés en année pleine, essentiellement des déchets de bois traités. C'était d'ailleurs la seule installation à capter et à valoriser ces déchets de bois traités en Normandie. Donc voilà, la mise à l'arrêt est un élément et un signal assez. Voilà, il convient de le souligner au moins sur le bilan de l'année 2020. Ce qu'on peut dire aussi sur les évolutions du parc de chaufferie industrielle qui sont plus récentes, qui datent plutôt de 2021, c'est notamment la mise en service du Creux 3, donc une autre cogénération bois, sur le site de WA à Alizé. Donc en 2020, le site de WA consommait à peu près 80 000 tonnes de bois. Pour 2021, les prévisions sont plutôt aux alentours de 350 000 tonnes. Donc une forte hausse de la consommation de WA avec des perspectives encore haussières à terme, puisque WA vraisemblablement prévoit de consommer jusqu'à 450 000 tonnes de bois d'ici 18 mois.
Donc rien qu'avec cette installation, on va quasiment doubler les consommations du parc industriel, du parc industriel. Une autre mise en service, c'est la cogénération de bois de la série Klinkel qui est au Teilleul dans la Manche. Donc c'est un creux 5.1 qui consommera, donc elle a été mise en service début 2021, elle consommera à terme à peu près de 35 000 tonnes et essentiellement d'écorce. Ce sera uniquement sur de la consommation d'écorce. On peut noter aussi l'arrêt pendant 4 mois de la chaufferie de Nestlé à Roménie-le-Bouteille, près de Dieppe, qui a également réduit les consommations. Donc globalement, on est sur un parc de chaufferie au sein des secteurs agricoles, collectifs et industriels qui est de 631 installations pour une puissance cumulée de 641 MW et des consommations de 632 000 tonnes. Au niveau de la répartition par type de produit, on est sur un camembert qui est un petit peu différent de celui que je vous ai présenté sur les usages collectifs. On a toujours cette prédominance des bois issus de l'entretien des milieux naturels avec 53% de plaquettes FBE. Derrière, on va retrouver des produits connexes de l'industrie du bois, donc les plaquettes de scierie et les écorces, qui représentent tout de même 19% des appros. Les déchets de bois SSD, donc les bois d'emballage sortis du statut de déchets, qui représentent 11% des appros. Les déchets de bois traités, souillés, sans pour autant qu'ils soient dangereux, hein, j'entends bien. Donc qui représentaient 11%. Donc ces déchets de bois traités, souillés, étaient exclusivement consommés au sein de l'installation du PM. Donc même si on attend les décisions qui vont être prises sur l'éventuel redémarrage du site, en 2021, cette ligne déchets de bois sera à zéro. Des bois en mélange qui représentent 4% et les autres combustibles qui représentent 2%. Alors les autres combustibles, ce sont des produits un petit peu particuliers comme des racines de lin qui peuvent être consommées sur certaines installations industrielles. Voilà. Donc l'évolution et les perspectives. Donc voilà, le bilan, Marie a introduit ce webinaire de cette manière. Le bilan est plus que mitigé, puisqu'on voit depuis 2015 la chute assez sensible des consommations de bois dans l'industrie. On était parti en 2015 sur des consommations industrielles qui étaient de l'ordre de 700 000 tonnes. On est descendu cette année à 425 000 tonnes. Et sur le parc de chaufferie collective, on était en 2015 avec des consommations de 236 000 tonnes pour atteindre en 2020 des consommations de 200 000 tonnes. Bien que le nombre de chaufferies ait augmenté et la puissance installée ait augmenté ces 5-6 dernières années. Donc au niveau de l'industrie, c'est lié à des activités un petit peu difficiles sur certains gros sites. Notamment les sites de WA et du PM, qui ont vu leur consommation baisser. Sur le chauffage collectif, c'est lié à la rigueur climatique qui a baissé, des dysfonctionnements sur certaines grosses installations, la mise en place de cogénération de gaz qui sont venus directement en substitution du bois sur les réseaux de chaleur. Néanmoins, on arrive un petit peu à une année charnière et à une nouvelle perspective, avec notamment la mise en place du plan de relance, qui a vu de nombreux projets industriels sortir de terre, notamment à l'intérêt qu'ont pu voir les industriels à la valorisation des déchets de bois traités et souillés, donc qui a été notamment aussi initié par des programmes que l'on a conduits, et notamment le programme Essirben et le programme Impact qui vient un petit peu à la suite de ce programme Essirben, qui vise à la valorisation de ces déchets de bois souillés et traités.
Donc voilà, le cap et les perspectives sont bien différentes. Sur le chauffage collectif, les perspectives sont également, je dirais, bonnes, notamment par la réalisation des schémas directeurs des réseaux de chaleur qui ont et qui vont conduire à des extensions assez importantes de réseaux de chaleur, qui vont du coup directement impacter les consommations de bois et l'envolée, je l'espère, du prix du gaz et de la tonne de carbone qui devrait favoriser l'émergence de nouveaux projets. Du moins, on va tout faire pour cela. Donc, les perspectives à venir sur les 2 prochaines années, vous voyez que la marche est très importante. Ces perspectives, elles ont été établies sur la base des projets qui sont en portefeuille et qui verront le jour. Alors, peut-être que le phasage mettra un peu plus de temps. Peut-être qu'on les 1 100 000 tonnes que l'on voit de consommation que l'on voit en 2022 seront plutôt atteintes en 2023. Peu importe, mais tout ce qui est indiqué sur le graphique se fera. Donc c'est lié notamment, je vous le disais, hein, Paul vous l'a dit aussi, à la mise en service de l'installation de la petite bouverie à Rouen, qui en fonctionnement en année pleine va consommer de l'ordre de 20 à 30 000 tonnes de bois. Donc c'est 20 à 30 000 tonnes de bois supplémentaires qui vont être consommées. Aux extensions des réseaux urbains de Flers, de Saint-Étienne-du-Rouvray, de Montgaillard au Havre, à terme de Persaigne, et j'en oublie probablement. Et dans l'industrie, donc c'est la montée en charge de la chaufferie du Creux 3 de WA, c'est la mise en service d'un projet sur le site d'Europac à Saint-Étienne-du-Rouvray, c'est la mise en service du Creux 5.1 de la société Clipper au Teilleul, la mise en service du projet de biosynergie, donc qui est un projet également qui vise à valoriser les déchets de bois au Havre et qui alimentera à terme un réseau de chaleur-vapeur à destination d'industriels et également un réseau eau chaude qui va desservir la quasi-intégralité de la ville du Havre. Donc c'est le projet on appelle le projet de Le Havre Sud. Je vous ai un petit peu parlé de l'envolée du prix du gaz. C'était important de vous l'illustrer. On en parle beaucoup ces derniers temps. C'est une réalité. Pour rappel, en avril-mai 2020, donc là, on est sur le prix du gaz, le PEC, donc c'est le prix du gaz lorsqu'il arrive à notre frontière. Donc sans intégrer les coûts d'acheminement, de transport, de distribution et de stockage, ni les taxes. Donc, à l'arrivée en France, en avril 2020, le gaz coûtait entre 4 et 5 euros le mégawattheure PCS. Les derniers indices, donc de août 2021, on était sur 44 euros. Et on a regardé le prix spot hier. Le prix spot hier, il était à 74 euros. Donc là, on est sur quelque chose qui est en train d'exploser. Donc toutes les difficultés qu'on a eues dans le passé pour faire sortir des nouveaux projets, notamment des projets de réseau de chaleur, parce que économiquement c'était difficile, j'ose espérer que dans les prochains mois, les maîtres d'ouvrage vont être sensibles à cette hausse et y voir l'intérêt des réseaux de chaleur dans la stabilité du prix et du prix de vente de l'énergie et de l'impact de ces hausses très, très importantes du prix du gaz que le choix de ne rien faire pourrait faire peser sur les usagers. Un mot aussi sur le prix du carbone. Donc là, qui touche plutôt les industriels. Le prix du carbone a atteint aujourd'hui 60 euros la tonne. Voilà, les industriels sont soumis au marché du carbone, doivent compenser leurs émissions de CO2 en achetant ces quotas. L'achat de ces quotas jusqu'à présent était, je dirais pas jusqu'à dire qu'ils étaient peu douloureux pour eux, mais là on commence à atteindre des charges très importantes pour les industriels, ce qui fait qu'ils s'intéressent aussi à des solutions bois énergie, d'où
d'où les perspectives qui sont les perspectives haussières en termes de consommation, qui sont plutôt favorables à la filière. Un dernier mot, et puis je serai parfaitement enclin à répondre à vos questions sur les objectifs que s'est fixé la région dans son Stradet. Et pour resituer un petit peu la filière en 2020 par rapport aux objectifs qui ont été fixés en 2030. Donc, en 2020, on était à 28% de l'objectif 2030. Et en intégrant les perspectives, on arrive un petit peu à inverser la tendance pour repasser au-dessus de la courbe. Néanmoins, il faut être aussi objectif. Ces hausses très importantes que l'on va constater sur 2021 et 2022 ne pourront pas être pérennes. On voit difficilement arriver des gros projets de cogénération de bois, notamment, qui sont des projets qui ont un impact très important sur la production d'énergie renouvelable à partir de bois énergie et sur les consommations de bois. Ça, ces projets de cogénération, ils sont aujourd'hui stoppés. L'État a mis le holà. Il n'y a plus d'appel d'offres de la CRE sur la cogénération de bois, donc on n'en aura pour le moment plus. Néanmoins, voilà, il faut mettre un coup d'accélérateur sur le développement des réseaux de chaleur urbains. Il existe encore pas mal de collectivités, notamment dans l'ex-Haute-Normandie, en Seine-Maritime et dans l'Eure, qui sont des collectivités, des villes de taille importante, sur lesquelles un projet de réseau de chaleur est parfaitement envisageable et serait particulièrement pertinent, aussi bien techniquement, intellectuellement et économiquement. Voilà, pour rappel, l'urgence climatique est quand même devant nous. On a 5 ans pour réagir. C'est le moment. La Cour des comptes a également souligné l'intérêt des réseaux de chaleur urbains et mis aussi en évidence le fait que ces outils n'étaient peut-être pas suffisamment développés sur le territoire et avaient tout leur sens. Donc voilà, à nous derrière de faire le travail pour sensibiliser les collectivités et pour faire sortir de nouveaux projets en région. En guise de dernière diapo, je vous présente les prochains webinaires que Biomasse Normandie va organiser. Donc, en octobre prochain sur la thématique des biodéchets, en novembre sur le programme Actimo, donc, qui vise à sensibiliser les acteurs de l'immobilier, et sur le programme Impact, donc sur la valorisation des déchets de bois en Vallée de Seine, en décembre. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Pas de questions? Ah, peut-être. Dans tous les cas, si vous voyez des inquiétudes, des interrogations qui peuvent venir par la suite, n'hésitez pas à prendre contact avec nous directement par mail. Hein, on peut échanger avec nous. Alors, des premières questions de Jean-Christophe. Oui, tout à fait. C'était plutôt une déclaration, tout à fait. Donc, avec la mise en place de journées thématiques par la T2E Normandie, par Biomasse Normandie au printemps 2022, à destination des collectivités. L'idée étant de promouvoir les projets de réseau de chaleur dans les villes de plus de 10 000 habitants. Je dirais même dans les villes de plus de 5 000 habitants, on sait que toutes les villes qui ne disposent pas d'un réseau de chaleur urbain de plus de 5 000 habitants ont forcément un périmètre sur lequel ça pourrait être pertinent de l'envisager, à condition de l'étudier et de voir si économiquement ça vaut le coup. Un petit mot du siège, merci beaucoup. Oui, on espère aussi. C'est vrai qu'on a très peu parlé des syndicats d'énergie, mais
les syndicats d'énergie qui sont aussi partenaires, qui sont financeurs de ce programme d'animation par l'intermédiaire de TEN, sont aussi des acteurs du développement de cette filière bois-énergie, s'approprient les sujets, portent des projets d'installation bois-énergie sur les territoires, sont des appuis forts, connaissent bien les collectivités, donc on compte aussi sur eux pour s'impliquer et nous aider on est là aussi pour les aider évidemment, hein, à faire monter à les faire monter en puissance et à développer le nombre d'installations en région. Et oui, j'espère que le futur chargé de mission sera couteau entre les dents pour aller à la rencontre des collectivités. Une autre question peut-être? Ah, moins de 10 000 habitants. Pardon Jean-Christophe, j'ai mal dit. Ces journées de la T2E Normandie qui auront lieu, je crois qu'il y en a une qui sera organisée en Normandie et une autre dans les Hauts-de-France. Le programme est en train d'être calé, là, on est en train de réfléchir sur l'organisation de ces journées. Dans tous les cas, on communiquera sur ces événements et puis on comptera sur vous aussi pour relayer de manière à ce que plus grand monde soit présent et puisse y participer. Écoutez, on va vous remercier pour votre attention. Et puis, je pense qu'on va pouvoir clore ce webinaire, sauf s'il y a d'autres remarques ou questions. Non. Eh bien, écoutez, merci beaucoup, à bientôt, au revoir. Et puis voilà, je vous rappelle qu'on se tient à votre disposition si vous avez des questions qui vous viennent par après. Voilà, merci beaucoup et une bonne journée à vous. Au revoir. Au revoir.